voilà, Madame, Messieurs, c'est votre rendez-vous avec l'actualité du soir. Voilà, bienvenue à vous. Merci pour votre fidélité à notre magazine Rendez-vous du soir. C'est votre magazine qui vous informe et qui vous forme en même temps. Aujourd'hui, nous avons un invité sur ces plateaux qui est un député provincial et ensemble, on va parler du processus électoral. Alors, je m'en vais directement vous présenter mon invité de ce soir. Il s'agit de l'honorable Socrate Kangulumba. Socrate Kangulumba, je ne sais pas massacrer votre nom, honorable. L'appellation bien contrôlée. C'est bon, oui. Bien articulé. Très bien articulé. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, madame, messieurs, je l'ai dit tantôt, monsieur Socrate Kangulumba, il est député provincial, il est le rapporteur du collectif des députés provinciaux et il œuvre actuellement dans les regroupements pro A25, c'est ça? Bien. Ok, qui est dirigé par la gouverneure du Lalaba, Fifi Masuka. Très bien dit. Ok, voilà, honorable, vous avez tellement beaucoup de casquettes. Comment vous allez, comment vous faites pour concilier cela? Beaucoup de casquettes, oui, mais l'appellation bien contrôlée, c'est la députation provinciale. Honorable Socrate Kangulumba, député provincial. Donc vous restez député. Oui, député provincial. Comme qui dirait, vous êtes député provincial à vie. Non, à vie, c'est trop dire. Député provincial actuellement. Actuellement. Et dans les choses à venir? L'avenir appartient à Dieu. Okay. Et un homme politique intelligent, c'est celui qui marche avec un plan et il gère bien ses ambitions. Okay. Avec le temps, certaines choses pourront se dévoiler. Voilà, on parle du processus électoral, mais d'emblée, j'aimerais d'abord vous poser la question, comment évolue votre collectif de députés provinciaux? Oui, les collectifs de députés provinciaux évoluent très bien, comme vous le savez. Je suis le rapporteur du collectif. Nous évoluons, mais la raison d'être du collectif, c'était la défense des intérêts des honorables députés. Okay. Il est vrai qu'en 100%, nous nageons dans 45%. On évolue très bien et nous continuons à faire confiance au gouvernement pour la matérialisation de certaines conditions que nous exigeons à temps et à contre-temps. Ok. Le président Blanchard va bien, ça je l'espère. Le président du collectif Blanchard Takatela se porte très bien. Ok. Alors, comment évolue votre démarche? Est-ce que ça aboutit? Ça servit à quelque chose? Est-ce que vous avez eu de résultats escomptés? Écoutez, madame, en son temps, on réclamait les frais d'installation. Comme vous le savez, une fois élu, on paye, les gouvernements payent ce qu'on appelle le frais d'installation. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai personnellement le regret de vous annoncer que ces frais d'installation n'ont jamais été payés par le gouvernement. Et on a enregistré plus de 10 mois d'arriérés. Au jour d'aujourd'hui, le même bêtise semble assez répété et nous ne savons pas comment le gouvernement va solder le problème. Et surtout que dans 3 mois, le gouvernement sera réputé, n'est-ce pas, démissionnaire avec le vent des élections que nous attendons. J'ai toujours l'impression comme si votre dossier est bloqué quelque part. À quel niveau? On ne comprend rien, madame. Comme vous le savez, les budgets, c'est les tableaux de bord que l'Assemblée nationale met à la disposition du gouvernement congolais. Cela signifie que les assemblées provinciales ont une ligne budgétaire. Donc, on peut prendre par exemple 3 milliards de francs congolais pour un exercice budgétaire de 12 mois. Et chaque fin du mois, le gouvernement doit débloquer par exemple 500 millions. Mais nous ne comprenons pas. D'autres institutions payées, mais les assemblées provinciales. Pour toucher ne fût-ce qu'un mois, madame, il faut encore supplier les tenants de pouvoir, les autorités, les gouvernements. Ça nous indispose vraiment grave. Et vous vous rappelez, au mois de mars de l'année passée, les chefs de l'État avaient invité les députés provinciaux à Kinshasa. Et séance tenante, nous étions investis comme des superviseurs provinciaux du programme des 145 territoires, programme cher aux chefs de l'État. Superviser. Et les chefs de l'État avaient promis aux 780 députés la dotation de véhicules du plan Cruiser 4x4. Mais nous constatons que cette promesse du chef de l'État semble être une lettre morte. Mais connaissant bien la personnalité qu'incarne les chefs de l'État, nous osons croire qu'avant le 20, les députés provinciaux auront les véhicules tels que souhaités. Avant le 20 de ce mois? Avant le 20 décembre, je voulais dire. Le 20 décembre, c'était avant les élections présidentielles. Bien entendu, oui. Nous osons croire qu'il va matérialiser sa vision et sa volonté. Les députés provinciaux souffrent par rapport aux députés nationaux. On ne comprend pas. Pourquoi cette discrimination? On ne comprend pas, madame. Imaginez-vous que nous étions élus dans les mêmes conditions que les députés nationaux. Et je peux vous faire rire. Il y a des députés qui ont obtenu plus de voix plus que les députés nationaux. Mais sur terrain, nous sommes un peu négligés. Mais moi, en tant que scientifique, je comprends une chose. Il y a la problématique du rapport de force. Comme vous le savez, si les gouvernements centraux n'arrivaient pas à payer les députés nationaux, après un mois, après une semaine, il y aura une motion. Donc, il y a déjà un rapport de force. Les gouvernements auront plus peur de l'Assemblée nationale que les députés provinciaux. Alors
que la Constitution nous investit, nous donne le même pouvoir que les députés nationaux. Mais nous osons croire qu'avec le temps, ce genre de bêtises seront arrangées. Mais vous êtes aussi fort pour destituer les gouverneurs. Mais écoutez, je n'ai jamais... Vous parlez des députés nationaux, vous aussi vous êtes fort. Écoutez, je n'ai jamais emboîté le pas derrière ce genre de logique. Comme vous le savez, les gouverneurs, tout comme le vice-gouverneur, sont élus par les députés provinciaux. Et les assemblées provinciales investissent les gouvernements provinciaux à travers un programme d'action. Et dès lors que le programme d'action n'est pas appliqué convenablement, les assemblées donc ont l'obligation de sanctionner ces gouverneurs. Là, vous badinez pas, vous êtes vraiment réglo. Non, mais écoutez, les assemblées, si les gouvernements, les parlements nationaux avaient les indices des assemblées provinciales, beaucoup de choses auront changé. Ah bon? Oui. Alors maintenant, là, vous êtes beaucoup plus rattaché avec la gouverneure du Lualaba, Madame Fifi Masuka. Comment ça va dans votre regroupement? Madame, dire attaché, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais sinon, je suis un politique. Je suis un scientifique. Un homme politique marche avec des convictions. Comme vous le savez, quand nous pénétrons la loi électorale actuelle, on dit très bien qu'aucune formation politique n'avait la vraie force de présenter les candidats avec la problématique du seuil des recevabilités. C'est la raison pour laquelle les candidats se sont présentés à travers les regroupements. Et moi, après réflexion, ma formation politique avait souligné le fait d'emboîter le pas politiquement avec Mme Fifi Masuka dans l'Alliance A25. Mais c'est ici l'occasion pour moi de vous informer encore que Mme Fifi Masuka a une plateforme qui regroupe 3 regroupements. Et je suis le coordonnateur, n'est-ce pas, de la plateforme Fifi Masuka dans les Kwango. Et nous osons croire, avec sa philosophie, nous allons bouger les assemblées provinciales et nous allons bouger aussi l'Assemblée nationale après le 20 décembre. Ok. Honorable Socrate, sa philosophie, qu'est-ce qui vous a attiré? Madame Fifi Masuka incarne une image idéale de la bonne gouvernance. Si nous pénétrons, nous voyons la période qu'elle a convenablement dirigé la province de Lualaba, eh bien, ça attire mon attention. Je ne suis pas le seul, madame. Le chef de l'État, à l'issue d'une réunion quelconque bien médiatisée, il avait souligné, il avait jeté de fleurs à madame Fifi Masuka. On disait que la gouvernance de Lualaba, c'est un exemple approprié pour certains gouverneurs de province. C'est la raison pour laquelle, moi, en tant que politique, je fais foi à ses capacités, je fais foi à sa vision, et je serai très à l'aise si jamais elle appliquait ce genre de vision au gouvernement central, notre ardent souhait. Ah, très bien dit. Alors, vous avez répondu favorablement au sel électoral? Pardon? Vous avez répondu favorablement au sel électoral? Je ne te maîtrise pas trop bien. Concernant la députation nationale, provinciale, vous avez répondu favorablement au sel? D'ailleurs, je crois que vous avez suivi la publication provisoire. La CENI avait publié. La plateforme de Fifi Masuka est parmi les 3 premières plateformes qui ont atteint les seuils au niveau national. Nous attendons dans 2 jours la publication de liste provisoire de députés provinciaux. Ok, A25, donc coup de chapeau à 25. Alors, honorable, vous êtes actuellement député provincial. Alors, vous avez encore postulé en tant que député provincial ou vous avez changé des camps pour devenir député national? Je suis candidat député provincial. Encore député avec provincial. Avec toutes les souffrances que vous avez endurées. Mais les Français disent que pour mieux sauter, il faut reculer. Peut-être l'obtention de nouveaux sièges au niveau de l'Assemblée provinciale du Kwango pourra me permettre d'orienter convenablement mes ambitions politiques. Peut-être la députation provinciale serait la porte d'entrée ou la porte d'ouverture de certaines choses. Voilà. Mais ça a été auparavant toujours votre souci, mais vous avez beaucoup pleuré, hein? Le problème demeure, les chagrins demeurent, les souffrances demeurent, mais nous ne pouvons pas indisposer trop le chef de l'État. Quand nous pénétrons la philosophie politique du chef de l'État, je ne le vois pas indisposer même un Congolais. Je ne le vois pas. Mais les gouvernements, il y a beaucoup de réalités que nous ignorons. Mais nous osons croire qu'une fois que le chef de l'État a renouvelé son mandat, avec notre appui bien entendu, beaucoup de choses vont changer. Et surtout quand nous serons à ses côtés. Alors vous restez optimiste jusqu'à présent. Bien entendu, oui. Alors vous êtes candidat de quelle province? Comme vous le savez, je suis du Kwango, candidat dans ma propre circonscription électorale de Féchi. Féchi, ok. Donc Féchi, toujours votre base électorale? Ça restera toujours ma base électorale. Et comment vous avez passé les vacances parlementaires? L'honorable Socrate a toujours été présent de ses électeurs en dépit des souffrances que nous enregistrons. Comme vous le savez, les députés provinciaux ont 3 missions claires. Représenter la population, voter des lois et contrôler les gouvernements et les établissements publics œuvrant au niveau de chaque province. Mais nous sommes butés à une difficulté énorme. Les gouvernements provinciaux ou les gouvernements provinciaux du Kwango a la bonne volonté, n'est-ce pas, de répondre à ses promesses, à son programme, mais bloqués
Et nous, en tant que député provincial, on fait un effort de répondre à certains besoins, tant soit peu au niveau de notre base électorale. Vous avez passé vos vacances parlementaires où? En Europe, à l'étranger, avec votre famille? Non, les vacances parlementaires en Europe sont réservées aux gens qui touchent 21 000 $. Nous qui souffrons avec de 1 000 $, je n'ai pas dit ça, madame. Oui. Mais sinon, nous, avec de 1 000 $, de 1 million, on est toujours scotché avec nos bases électorales. Oui. Et d'ailleurs, sur place, chaque fois que nous sommes sur place, nous faisons un effort de répondre à certains besoins, bien que c'est difficile pour le faire. Voilà, on va aussi voir qu'est-ce que vous avez fait de Féchy. Parce que vous êtes actuellement député provincial, vous resterez, c'est pourquoi je vous ai dit que vous êtes député provincial à vie, comme si j'avais prophétisé. Donc vous avez encore postulé comme député provincial, vous étiez dans votre fief électoral, qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, je dois balayer en disant que député provincial à vie, non. Ma position tire sa logique dans les prescrits légaux. Okay. La loi m'autorise de postuler tant de fois que l'occasion va se présenter. Mais sinon, dans mes différentes descentes, mes précédentes plutôt descentes, il y a eu des promesses. J'avais promis à ma base de pouvoir électrifier avec les éclairages publics. Si on peut voir les images alors. Oui. On peut voir les images. Il faut parler avec des preuves à l'appui. Je suis là, madame. Parce que là, vous parlez tellement trop là, vous risquez de mentir à la population. La population doit quand même voir ce que vous faites. Sur circuit, madame. Oui. Donc, c'est ça, allez-y. Vous avez fait Je disais tantôt que j'avais formulé une promesse lors de lors de l'enrôlement. J'avais formulé une demande de pouvoir installer les éclairages publics, chose faite. Et j'avais souligné de poser ces projets dans les 4 secteurs. Et avant le 20 décembre, je crois que Dieu mettra sa main pour que ces projets soient exécutés sur place. Comme vous le savez, madame, l'éducation, c'est la base de l'avenir d'un environnement, d'un pays, d'une société. Et il était question pour moi d'appuyer certaines écoles en matériel, d'appuyer certaines écoles avec le matériel didactique, pourquoi pas les tableaux, les tôles, les hôpitaux surtout. Et à chaque fois que je suis sur place sur terrain, l'obligation serait, n'est-ce pas, pour moi, de visiter les malades. Si j'ai un petit 1000 francs, je fais un effort, n'est-ce pas, pour aider le patient et le patiente qui souffrent, qui manquent même des moyens, afin de solder le fartier dans les hôpitaux. Honorable, on vous transforme dans le typo et c'est vous là. Les typos, chez nous, c'est l'expression du pouvoir. Et ce n'est pas facile. C'est pas la dictature là. Même pas, c'est l'expression du pouvoir. Tellement, il faut que ça ait symbole où il y a pouvoir. Voilà. Et ces peuples vous portent tellement dans le cœur parce que vous avez fait quoi à part l'électricité, la santé, l'éducation? Vous avez encore fait quoi de Je vous ai dit, madame, que la vraie mission d'un député, c'est la représentation de la population. Je suis parmi les politiques qui ont posé des actions au niveau de l'Assemblée nationale pour la défense, n'est-ce pas, de ma population. Quand un citoyen, une citoyenne m'appelle, honorable, nous sommes bloqués ici, les fonctionnaires ne sont pas payés, les banques ne sont pas là, ça fait déjà aujourd'hui un mois, j'interviens. Je suis un simple député provincial, mais je demande mon pauvre véhicule pour faire Kinshasa, voir le ministre des Finances, voir la banque, ainsi de suite. Là, c'est la mission de la représentation de la population. Voter des lois. Je votais, je participais à plusieurs projets dédiés, moi en tant que député provincial. Et au-delà de ça, je participais à travers notre gouvernement provincial. On vous dit tantôt, il y a le frais d'investissement que Kinshasa envoie. Mais moi, je fais pression au niveau du gouvernement provincial pour que telle école soit construite, telle école soit réhabilitée. Moi, je crois que sur 100%, je perds de dire que je fais 70 ou 80%. Je laisse la place à la population. Rendez-vous le 20 décembre. Là, c'était quoi? Vous étiez en train d'installer, de réhabiliter l'électricité? Non, là, c'était l'installation de poteaux, n'est-ce pas, métalliques, de l'éclairage public, des éclairages publics. Donc, quand vous entrez dans notre fiche natale en provenant du Kouilou, le tout premier village est déjà éclairé. Sans pour autant parler d'autres villages. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 heures, c'est d'ailleurs bien programmé. Chaque 18 heures, ça s'allume et à 5h30 et Katani. Pourquoi ça? Non, mais la journée, on ne peut pas mettre l'éclairage public, les poteaux la journée pour servir à quoi? Là, vous voulez énerver Dieu. Parce que la journée, il y a le soleil et la nuit, tellement avec l'obscurité, les lampes jouent parfaitement le vrai rôle. La population de Féchy souffre de quoi? La population de Féchy souffre de beaucoup de choses. Ça va nous prendre du temps. Mais la priorité, madame, l'état de nos routes. Et d'ailleurs, vous allez voir dans les images, nous, les députés provinciaux, nous étions investis comme de superviseurs des travaux de 145 territoires. Même si les chefs de l'État
vu les difficultés qu'il enregistre, n'a pas pu disponibiliser les véhicules pour les députés provinciaux. Mais moi, en tant que élu du peuple, je fais mon devoir. Quand je suis sur place, je visite, n'est-ce pas, les chantiers. La difficulté énorme, c'est l'état de nos routes. Même pour transporter le matériel, dès qu'il quitte de Kinshasa jusqu'à Féchi, ça prend du temps. Si jamais le chef de l'État matérialisait cette promesse de pouvoir arranger les routes, c'est l'idéal. En tout cas, c'est l'idéal. Et au-delà de ça, il y avait prendre deux infrastructures. Vous allez voir les élèves étudier dans des conditions vraiment compliquées, mais avec le vent du programme de 145 territoires, nous osons croire que ça va marcher très bien. Et mon adin souhait, j'aimerais voir le chef de l'État matérialiser ce genre de projet dans certaines provinces ou dans toute la province. Ça va renforcer encore son bilan en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Le message est passé. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier à Féchi? Bon, comme qui dirait dans la province de Kwango, hein? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette province? Mais vous devez comprendre, madame, que la province de Kwango a la vocation agricole. Agriculture. Si vous voyez, si l'agriculture s'exécutait convenablement, on n'aura pas besoin, n'est-ce pas, d'attendre certaines histoires inspectées. Et d'ailleurs, je suivais le ministre de l'économie. Si même notre truc agro-pastoral de Bukanga-Lonzo, parc de Bukanga-Lonzo, si les choses se remettaient en ordre, franchement, on n'aura pas de problème. Et au-delà de ça, là, on doit parler du territoire de Féchi. Le territoire de Féchi est calé à l'élevage. Bangombe Boliaka, c'est le territoire de Féchi. Mais l'agriculture, l'élevage, au point. Et c'est ce qui caractérise même la force du Kwango. Ah, mais c'est très bien. C'est très bien. Vous, en tant que député, vous portez toujours cette population à cœur. Et pour cette législature qui va commencer, qu'est-ce que vous allez rajouter de plus? Merci bien, madame. Pour la législature qui se pointe à l'horizon, dans 2024, l'honorable Socrate Kangulumba restera le défenseur de sa population. 2D. Là où il y a eu des couacs, même au niveau national, je dois l'avouer, nous avons des députés nationaux originaires de Féchi, mais qui n'arrivent pas à exécuter certaines choses. Donc, je vais rester, la philosophie globale, c'est la défense des intérêts, n'est-ce pas, de la population de Féchi. Et même au-delà de ça, là où nous constatons que le gouvernement provincial n'arrive pas à emboîter le pas, nous resterons toujours collés avec la population pour répondre à leurs désirata. C'est d'ailleurs la vision globale. Donc vous aimez tellement les villages. Hein? Mais écoutez, moi, je suis un villageois de nature et j'aime rester au village. Je suis très à l'aise au village que d'être en France. Donc et si on vous changeait des camps pour faire la députation nationale, vous allez dire non? Je dirais non parce que le tour est venu de moi. Je vous ai rappelé que je vous ai informé que je suis le coordonnateur de la plateforme. Donc, j'étais parmi les gens qui élaboraient des listes de candidats. Mais vous devez comprendre une chose, madame. En politique, c'est la gestion des ambitions qui compte. Et ce n'est pas de l'opportunisme. Voilà, moi, je suis dans tel regroupement, j'ai le pouvoir de faire quoi que ce soit. Je dois bouleverser mes ambitions. Non. Je vous ai dit tantôt que en français, on dit pour mieux sauter, il faut reculer. N'oubliez pas, dans cette compétition de la députation provinciale, il y a les bureaux des assemblées, il y a les gouvernorats et il y a les sénats. A25 soutient les actions du chef de l'État. Mais, madame, l'autorité morale de la plateforme, de notre plateforme, c'est madame Fifi Masuka. Nous avons déjà investi les présidents en fonction comme notre candidat en 2023, le 20 décembre 2023. Donc, A24, A25, tout comme A24, tout comme AN. Je dois vous rappeler que la plateforme, nous avons Alliance des nationalistes. C'est le premier regroupement. Nous avons Alliance 2024 et Alliance 2025. Nous soutenons tous la candidature du chef de l'État à la magistrature suprême et il n'y aura pas match. Donc, c'est lui votre candidat à la présidentielle? C'est lui notre candidat et c'est lui qui sera toujours notre candidat. Vous allez donner un second mandat au chef de l'État. Alors, pourquoi? Le chef de l'État soutient ou soutenait un projet. Programme d'action, bien entendu. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord est caractérisé par le bien-être de la population. Le chef de l'État fait un effort, n'est-ce pas, de matérialiser cette vision politique ensemble avec le gouvernement, considéré comme le réalisateur du programme du chef de l'État. Il y a eu des couacs, sans rien de l'aborder, mais nous sentons cette volonté de faire quelque chose. Et ce n'est pas à moi de vous rappeler quelques réalisations du chef de l'État. On ne peut pas reconstruire la RDC à l'espace de 5 ans. Ce qui compte en politique, les intentions. Quand vous sentez que madame
tel que vous êtes là, vous avez des intentions, n'est-ce pas, des bonnes intentions pour le bien-être de votre entreprise, l'autorité ou les responsables de l'entreprise fera un effort pour vous sécuriser. Donc, le chef de l'État a donné des bonnes impressions, la bonne volonté de mieux faire, et s'il a sa majorité confortable en lui seul, je crois qu'il fera encore mieux. Il a des bonnes intentions. Qu'est-ce qu'il a déjà fait et qu'est-ce qu'il reste à faire? Écoutez, ce que le chef d'État a fait ne représente encore rien par rapport aux attentes de la population. Mais ce qu'il doit faire, c'est encore beaucoup. Mais il faut noter une chose. Je vous ai dit au début que l'éducation est la base réelle d'un environnement, d'un pays. Du fait d'imposer la gratuité de l'enseignement primaire, c'est déjà tout. C'est déjà tout. Et nous aimerions, n'est-ce pas, voir d'autres innovations quand il va encore nous présenter son programme d'action, n'est-ce pas, pour le prochain mandat. Mais dans un premier temps, du fait qu'il a donné de bonnes impressions, nous avons au niveau interne de la plateforme de pouvoir renouveler sa confiance, de pouvoir le placer comme notre candidat. Les temps, puisque nous sommes ensemble dans l'union sacrée, nous devons mouiller nos maillots afin de colorer son image d'une manière positive. Vous êtes dans l'union sacrée. Bien entendu. Mais il y a de mauvaises langues qui pensent que les social de Congolais est en berne. Vous êtes du même avis? Moi, je pense que chacun a sa façon de mettre son point de vue. Chacun est libre au nom de la démocratie et au nom de notre Constitution qui prône, n'est-ce pas, la liberté de penser et la liberté d'expression. Mais il faut noter que le chef de l'État fait quelque chose. Même l'ancien président Mobutu, en 32 ans, il était toujours négatif. Mais ce qui est très important, il a fait quelque chose. Moi, je prends seulement le secteur de l'éducation. La manière dont il a assuré la gratuité de l'école primaire, madame, c'est grave. Nous qui vivons à l'intérieur, il faut nous visiter. Vous allez voir une école, par exemple, Mont-Amba. Un élève de l'école maternelle paye $600, 800 $. On vous dit que vous ne payez rien à part les uniformes et puis les déplacements des enfants. Donc, madame, ces intentions sont tellement importantes, nous osons croire qu'il pourra, n'est-ce pas, ajouter d'autres ingrédients. Mais à part ça, chacun est libre de mettre son point de vue. Il faut aussi connaître l'appartenance de la personne qui parlait. Son appartenance politique, bien entendu. C'est normal parce que vous êtes du pouvoir. Alors, comment appréciez-vous le travail de la CENI? Puisque vous avez déjà postulé, vous pensez qu'il y aura réellement élection en décembre 2023? Madame, moi je suis scientifique, je suis politique. Un vrai politique, c'est celui qui interroge les textes. Moi, je ne suis pas d'avis, oh non, on a dit dialogue, ainsi de suite, ça ne me concerne pas. La constitution de notre pays parle du mandat de 5 ans. Et les gouvernements congolais avaient l'obligation, bien entendu, de pouvoir mettre le moyen à la disposition de la CENI. Excusez-moi, d'aujourd'hui, les choses évoluent. On a convoqué les corps électoraux pour le chef de l'État, pour les candidats présidents de la République. La CENI avait convoqué pour les députés provinciaux et nationaux et les conseillers. Moi, je crois qu'il y aura élection. Mais il est vrai qu'une partie de notre pays est menacée. Est-ce, avec cette situation, faut-il aller directement aux élections? Écoutez, le pays marche aussi par rapport aux jurisprudences. Avec notre ancien président Kabila, toujours l'Est du pays avait des problèmes, mais il y avait élection. Mais la crainte en tant que scientifique, c'est cet espace-là. S'il n'y a pas enrôlement, il n'y a pas élection. Est-ce que la population va reconnaître le pouvoir de Kinshasa? Ben, écoutez, les grands problèmes, c'est de donner les moyens, de prier pour notre gouvernement, qu'il puisse mettre des moyens à la disposition de la FARDC pour que cette aventure, n'est-ce pas, de l'Est puisse trouver sa bonne réponse. Mais je peux vous rassurer, madame, il y a élection et il y aura élection. Les gens qui pensent et qui n'attendent que le dialogue, bah, qu'on les a trop. Il y a élection, madame, et nous nous sommes préparés déjà pour ça. Voilà. Donc, on ira aux élections sans l'Est, ça vous l'avez dit, hein? Non, non. On irait à l'élection sans une partie de l'Est du pays. Et il y a aussi Bukangana et Kwamutu chez nous dans le Bandundu, dans le Maïndombe. Mais les gouvernements, à travers avec les CENI, cherchent à trouver des mécanismes appropriés pouvant permettre la tenue, n'est-ce pas, d'abord l'identification de la population et puis aller aux élections. Si jamais il y aurait élection, il n'y a même pas question d'ici, il y aurait élection le 20 décembre. Et les gouvernements, ensemble avec la CENI, vont s'organiser pour la suite, n'est-ce pas, des scrutins, là où il y a des petits problèmes à l'est du pays. Vous croyez à la crédibilité de la CENI? Écoutez, moi je crois à la crédibilité de la CENI et je suis un acteur politique. La chanson d'Omer, madame. Nous avons vu en 2006, quand l'UDPS avait refusé les élections, Mukile Koumbakite, il y a eu élection. Nous avons vu comment certains acteurs politiques ont refusé les élections. Même en 2011, nous avons vu les attaques entre l'ancien président Étienne Félix Tshisekedi et la CENI. Mais il y a eu toujours élection. Je crois à la crédibilité de la CENI. Mais il faut noter cette fois-là
qu'il n'y a pas un travail, la perfection n'existe pas. Même au paradis, il n'y a jamais eu la perfection. Dieu a été menacé par Lucifer. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, si nous attendons un travail efficace à 100% à la CENI, il n'y aura pas. Les ratés ne manquent jamais dans une gestion, mais ce qui est très important, les taux du pourcentage élevés de la manière dont la CENI va orienter les choses. Ah, on sent vraiment que vous êtes du pouvoir. Non, je mets mon point de vue sans pour autant attaquer qui que ce soit. Et l'audit du fichier électoral? Écoutez, mais l'opposition, à travers mon grand frère que je salue à passant, Fayoulou et consorts, mais ils avaient réclamé quand même l'audit international. Il y a ce qu'il y a eu. Et là, l'opposition avait refusé, n'est-ce pas, de pouvoir aller aux élections avec ce fichier électoral. Mais je suis surpris d'apprendre que mon grand frère, que j'aime beaucoup, il a déposé sa candidature Matata Pognon. On m'a appris que Moïse Katumbi va devoir le poser. Bien qu'étant dans l'opposition. Bien entendu, oui. Il s'était fait aussi enrôler. Mais écoutez, j'ai appris quand même... Mon grand frère Fayoulou voulait aussi déposer sa candidature, mais les points de vue sont vraiment partagés parce que le membre, ses collaborateurs disent qu'écoutez, vous avez refusé à ce que nous puissions déposer nos candidatures, vous aussi n'osez pas. Si vous commettez le prudence, ils vont directement nous rejoindre à l'Union sacrée. Bon, je ne sais pas, c'est la gestion de nos ambitions, mais dans une équipe, la constitution de ce pays reconnaît quand même l'existence de l'opposition. C'est tout à fait normal que l'opposition parle, mais nous voulons avoir une opposition républicaine et responsable. L'opposition n'est pas égale à l'ennemi. L'opposition, c'est quoi? Vous remettez en cause le programme qui présente M. Socrate. Il dit, ici, je ne suis pas d'accord avec M. Socrate. C'est ça l'opposition. Et vous venez avec, n'est-ce pas, des innovations. Vous venez avec des propositions. Mais contrairement dans notre pays, ici, quand quelqu'un fait l'opposition, une opposition radicale est dans le mauvais sens. C'est mon regret. Et réfute tout, hein, il n'accepte rien. Alors, Honorable, puisqu'on parle du processus électoral, j'aimerais bien que vous puissiez lancer un message à la population pour faire un vote utile. Merci bien, madame. C'est l'occasion pour moi, en tant qu'élu du peuple, de pouvoir lancer un seul message. On ne peut pas envoyer n'importe qui dans une assemblée provinciale, dans un parlement. On envoie quelqu'un capable qui sera à mesure de vous défendre convenablement. Il est vrai que vous allez recevoir des polos, je ne sais pas, des bassins, patati patata, mais il faut envoyer des responsables capables de vous défendre convenablement. Et d'ailleurs, les candidats pour nous, la plateforme qu'a l'honneur de diriger Mme Fifi Masuka, soutient déjà la candidature de M. Félix Tshisekedi comme chef de l'État. Ok, alors votre mot de la fin, honorable Socrate Kangoulouma. Le Congo ira très loin. Ayons la confiance. Ok, on reste optimiste. Bien entendu. On croit à un avenir meilleur pour la RDC. Bien entendu, oui. Tout sera normal. Merci beaucoup, honorable, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi de vous remercier, vous avez été plus que convaincant. Très convaincu. Aujourd'hui, je vous ai quand même senti. Hein? Merci bien. Merci. Je serai très content si jamais vous me recevez. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci, madame. Madame, messieurs, nous allons recevoir notre deuxième invité. Je recevais pour vous, messieurs, l'honorable Socrate Kangoulouma. Il est du regroupement coordonné, Alliance 2025, coordonnée par la gouverneure du Lualaba, Madame Fifi Masuka. Il est aussi rapporteur du collectif des députés provinciaux. On a parlé du processus électoral, étant donné bien sûr qu'il est candidat, il est déjà candidat député provincial. Alors, on va retrouver notre deuxième invité. À tout à l'heure.
Et voilà, de retour sur ces plateaux, nous allons recevoir notre deuxième invité. C'est aussi un politicien. Il s'agit de monsieur Joe Chiboawa. Il est cadre de l'UDPS Kibasa. Alors, monsieur Joe Chiboawa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de nous madame. rejoindre sur ces plateaux. Merci également. Vous êtes cadre de l'UDPS Kibasa. Également, c'est voilà. Comment se porte votre parti politique? Eh bien, d'entrée de jeu, merci beaucoup, madame, pour cette opportunité que vous m'offrez pour, bien entendu, parler, faire entendre la voix de mon parti, ce qui est l'UDPS Kibasa. Je dirais que le parti se porte très bien. Vous êtes sans ignorer que nous avons atteint le seuil. C'est-à-dire que avec beaucoup de sourires comme ça là. Bien entendu, c'est-à-dire que nous avons très bien travaillé. Le parti est étendu sur toute la République démocratique du Congo. Et ben, je peux dire déjà d'entrée de jeu que le parti se porte très bien. Et également, je peux vous dire que par rapport à nos différentes descentes sur nos cellules de base, vraiment le message est très bien reçu parce que vous le savez très bien, à chaque fois que je suis en contact avec vous, je suis un homme de terrain. À chaque fois, je suis toujours au côté de vous. Tout le temps sur le terrain, madame. Donc, je peux vraiment dire que le parti se porte très bien. Nos bases, nos électeurs n'attendent que le 20 décembre 2023. Vous avez bien affûté vos armes. Très bien, depuis longtemps, vous avez sensibilisé votre base électorale. Madame. Et maintenant, l'heure est au bilan. Madame, je ne sais pas s'il faut parler en termes de bilan maintenant parce que l'heure viendra. Mais je peux lancer quand même un mot parce que s'il faut faire le bilan du chef de l'État pendant ce quinquennat, je pense que les 30 minutes ou les 20 et quelques minutes que vous m'accordez ne seront pas suffisantes. Mais permettez-moi quand même de donner quelques grandes lignes. Allez-y, je Madame, vous en prie. s'il faut par exemple voir, parce que dans le bilan, il y a plusieurs secteurs. Essayez un peu de cibler quelques secteurs. Je parlerai de l'armée. Madame, aujourd'hui, s'il faut parler de l'armée, je le parle avec beaucoup de sourire, je le parle avec beaucoup de joie. Parce que ce que le commandant suprême des FARDC de la police nationale a fait, madame, je dirais, depuis l'indépendance, l'armée n'a jamais été suréquipée, je dirais, comme en ce moment. Si vous avez suivi dernièrement le speech du porte-parole des FARDC, il nous a dit tout clairement. Madame, vous pouvez imaginer un incompétent, selon eux, une marionnette, un civil, un stagiaire à la tête au sommet de l'État, mais qui arrive à, je dirais, à requinquer, à reformer, à donner une nouvelle, je dirais même à recréer l'armée, madame. Ça, c'est plus qu'un militaire, madame. Un civil qui arrive à faire ça. Madame, aujourd'hui, nous avons des unités spécialisées au sein de l'armée. Il y a dernièrement ici, on nous a dit qu'il y avait une dame qui avait, je ne sais pas, gagné le marché pour la fourniture des équipements, de tenues militaires. Des tenues militaires, oui. Madame, aujourd'hui, je suis content, le torse bombé de dire que ça se fait aujourd'hui chez nous, localement. Mais regardez la qualité de la tenue. Regardez les équipements militaires, les engins lourds que nous avons, des nouvelles acquisitions. De passage, permettez-moi même de paraphraser le chef de l'État. Pendant qu'il était en train d'être questionné, une fois avec Madame Tina Salama, il a dit « J'ai augmenté la capacité de nos forces armées. Madame, ça se voit aujourd'hui. Sur le plan aérien, sur le plan terrestre, sur le plan naval, madame. Même de combat de nuit. Madame, ils avaient l'habitude de combattre souvent la nuit. Eh bien, à cette époque-là, nous avions, il me semble qu'il y avait un militaire à la tête de l'État. Quelqu'un qui est passé par la formation militaire. Mais madame, qui a laissé cette armée, je dirais dans la rue. Mais le chef de l'État, avec son équipe, permettez-moi de saluer le chef de la maison militaire. Et c'est qui? Le général, si je ne me trompe pas, Toumba. C'est quelqu'un à féliciter, madame. C'est cette personne-là qui a su souffler à l'oreille du chef de l'État ce qu'il fallait. Aujourd'hui, madame, nous pouvons dire, comme on le dit, et à Nabutu, et à Namoyi, nous pourrons
faire face. Donc on est maintenant sûr de notre armée. Madame, si celui qui a dit que si Tshisekedi veut savoir au sujet de la guerre, qui vienne, je vais lui en parler, lui-même est le premier à dire, je n'ai jamais vu cette armée se préparer de la sorte. Pourquoi ils se préparent de la sorte? C'est comme s'ils sont prêts à attaquer le Rwanda. Or, moi, je n'ai jamais dit vouloir combattre ou attaquer le Congo. Pourquoi il dit ça? C'est en fonction de ce que nous avons fait ou en fonction de ce que nous disposons. Madame, vous savez, le respect ne peut venir que par la force, que par l'organisation. Avec ce monsieur, je le dis bien, Kagame, le président du Rwanda, madame, il le faut le langage militaire. Il faut le langage de la guerre. Il faut la force. Sans la force, on ne pourra rien faire. Heureusement, le chef de l'État a compris la donne. Il l'a fait de la plus belle manière, madame. Il y a plusieurs secteurs. Je parlerai de l'éducation. Madame, aujourd'hui, s'il faut parler en termes de la gratuité de l'enseignement, madame, il y a pratiquement 5000 enfants qui ont repris le circuit scolaire. La population du Gabon n'est estimée qu'à 2,4 millions personnes. Et celle de Congo-Brazza avoisine les 5 millions 500. Mais nous prenons 5 millions d'enfants, nous retournons vers dans le circuit scolaire. Madame, ça, c'est une grande œuvre. C'est une œuvre de grande portée. Voilà pourquoi je salue le chef de l'État. Et l'une des choses qui me pousse, ou des raisons qui me poussent à le soutenir, c'est cet œil-là tourné vers le social. J'entends les gens dire que social a salé le côté. Oui, les social est en berne, je dis que les peuples... Papa Loba, que les peuples d'abord, et aujourd'hui, les peuples souffrent. Le social en lui-même est un concept multidimensionnel, madame. Lorsqu'on parle du social, c'est toute chose ou toute œuvre qui contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population. Tel que quoi? Parce que la population réclame à manger, à boire. Madame, vous étiez habitué à payer les frais scolaires de vos enfants. Prenons le cas des parents qui ont par exemple 5-6 enfants à scolariser. On vous dit maintenant que vous ne payez pas les frais. Et pendant 6 ans, madame, vous n'aurez pas le temps d'épargner? Cet argent-là qui était affecté à la scolarité, ça ne peut pas être affecté, par exemple, à autre chose. J'ai été content, là où je fréquente souvent dans l'une de nos bases de Ngaliema vers l'Istec. Madame, je tombe sur un papa qui me dit, je suis un opposant farouche à Tshisekedi. Mais je commence à comprendre que c'est un monsieur qui voit loin. Je dis gloire à Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? J'ai 5 enfants à scolariser. L'aîné de mes enfants est en 6e des humanités. J'ai 3 enfants qui sont encore au cycle primaire. Mais aujourd'hui, je ne paye la scolarité que de 2 enfants. Madame, mais aujourd'hui, il faut qu'il épargne l'argent qu'il affectait à la scolarité pour 3 enfants, qu'il affecte ça à autre chose. C'est pas le social? Donc la gratuité de l'enseignement, là, déjà vous convainc. Madame, quand on voit la redynamisation de l'armée, ça va déjà. Ça, ce n'est que des échantillons, madame. Aujourd'hui, s'il faut parler en termes d'infrastructure, mais qui a construit mieux que Tshisekedi? Tshisekedi a construit mieux que ceux qui ont fait 22 ans au pouvoir, à s'enrichir eux-mêmes. Madame, Tshisekedi est en train de reconstruire ce qu'ils ont détruit. Madame, allez à Maluku. Je suis un habitué de terrain. Quand vous allez à Maluku, vous serez étonné. Je crois même que vous avez ces images. Allez, vous verrez toutes ces zones économiques à Maluku. Cette commune urbano-rurale est en train d'être transformée. Mais dernièrement, ici, vous avez vu l'inauguration de la chaîne de valeur de Pepsi. Madame, c'est pratiquement, si je ne me trompe pas, si mes calculs sont bons, ça fait pratiquement 15 000 emplois. 15 000 emplois, c'est 15 000 familles. Bientôt, on va dire au revoir au chômage en RDC. Non seulement ça, bon, il n'existe pas de chômage zéro, ça n'existe pas. Même aux États-Unis, il y a du chômage. Mais il faut dire qu'en 4 ans, en des temps difficiles, le chef de l'État a su reconstruire, je dirais même rebâtir, comme les ecclésiastiques le diront. Il a rebâti les fossés et les remparts, mais en des temps très difficiles. Madame, aujourd'hui, je peux me bomber le torse pour dire
si je le donne, je l'accorde encore un second mandat, madame, les choses seront bonnes. Donc, comme qui dirait l'UDPS Kibassa, donne un second mandat au chef de l'État, madame, porte chef de l'État, c'est leur candidat présidentiel. Ça, c'est un carton plein, madame. D'ailleurs, l'UDPS et Tshisekedi et l'UDPS Kibassa, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Nous sommes de la même famille, nous sommes de la même école, nous sommes du même... ils ont le patriarche Étienne Tshisekedi et le patriarche Frédéric Kibassa. Ben, ça, ce sont des combattants de premières heures. C'est grâce à eux que nous parlons aujourd'hui de démocratie. Si ces 13 personnalités, ces 13 parlementaires n'ont pas su voir loin, madame, ils ont vu plusieurs années, je dirais même plusieurs décennies avant nous. Et ils ont su se mettre ensemble, ils ont réfléchi et ils ont dit, voilà ce qui convient pour le pays. Aujourd'hui, j'entends certaines personnes proclamer, un certain monsieur, je ne sais pas, père de la démocratie. Eh bien, ça me pousse à beaucoup rigoler, madame. Et père de la démocratie ou bien de l'alternance? Voilà la nuance. J'ai posé ce piège-là pour que vous ressortiez ce mot-là. On peut parler qu'il est même pas père, mais artisan. Il a simplement contribué. L'ancien président a simplement contribué. Mais madame, ce n'était pas aussi un cadeau. Ce n'était pas un cadeau. Vous savez bien qu'on a brûlé des gens à la permanence de l'UDPS. Vous savez qu'on a tué des gens à balles réelles. J'ai encore des images dans mon téléphone, madame. En 2016, lorsqu'ils sont entrés dans les églises pour saccager, mais curieusement, ces mêmes prêtres qu'on a tués hier, aujourd'hui roulent encore avec les mêmes bourreaux. Madame, c'est un paradoxe qui me laisse perplexe. Ok. Donc là, vous parlez directement de l'opposition. Bien sûr. Monsieur Djotchibaba, vous êtes en train de lancer des fracas, donc déjà sans pour autant citer les noms. Alors, vous croyez au processus électoral, vous croyez à l'organisation des élections en décembre 2023. Tout à fait. Okay. Madame, la CENI est la seule, ou je dirais, la seule institution ou le seul organe habilité à organiser les élections. Okay. Est-ce que je dirais qui est mieux placé que Kadima pour parler en termes des élections? Personne d'autre, madame. Il est repris dans toutes les émissions. On lui pose la même question. Il répond de la même manière. On lui repose la même question. Il a dit il y aura bel et bien. Mais parce que les gens pensent que les conditions ne sont pas réunies pour avoir des élections crédibles et apaisées, madame, en décembre 2023. Quelles conditions ne sont pas... Les finances. Madame, les finances, vous avez suivi. Mais c'est lui-même la personne la mieux placée pour vous dire que je ne saurais pas organiser les élections. La dernière tranche, je dirais même, excusez-moi, le dernier paiement qui a intervenu, mais c'était, je pense, il nous reste, je pense, 200 ou 300 millions. Mais il a reçu, d'ailleurs, le chef de l'État lui-même le répète à chaque fois, qu'il y aura bel et bien élection. Il fera de son mieux pour que le gouvernement mette à la disposition de la CENI ce dont elle a besoin. La situation sécuritaire. Mais madame, la situation sécuritaire, je l'ai toujours dit, dans l'une de nos émissions passées, j'ai dit que la situation sécuritaire tient compte de beaucoup d'aspects. Okay. Ça tient compte de beaucoup de paramètres. Mais quand on voit la façon dont les choses avancent, ils nous ont parlé de Kwamout. Aujourd'hui, il y a des populations qui reviennent, qui regagnent même leur localité. La CENI, j'aurais appris même que la CENI bientôt envisage d'enrôler les populations de Kwamout, ceux qui n'ont pas été enrôlés. Ça, c'est déjà un signal positif, un signal plutôt positif. Bientôt, je dirais même que la question de l'Est, c'est vrai que le M23 est encore dans certaines localités, mais en difficulté parce que aujourd'hui l'armée est en train de faire un très bon travail. Ils ont failli nous causer du tort à Goma. Heureusement, coup de chapeau encore à l'armée. Failli donner du tort. Bien sûr. Vous avez tellement vanté notre armée, mais qui a commis peut-être des bévues à Goma. Madame, permettez-moi de dire quelque chose là. Avant même de commencer. Je jetterai des fleurs, je jetterai des fleurs vraiment à notre garde républicaine et beaucoup plus à nos forces spéciales, madame. N'eût été ces forces spéciales, aujourd'hui ça allait être autre chose. C'est bon. Mais j'aimerais quand même spécifier un élément. L'équipe gouvernementale, la délégation qui est allée à Goma, mais ils sont allés, ils ont dit oui, personne n'est aujourd'hui en mesure de pouvoir acclamer ce qui est passé là-bas. Personne. Personne ne peut accepter qu'on tue des gens. Mais madame, lorsqu'on demande aux familles de venir identifier leur corps,
vous savez ce qui est bizarre? C'était quoi? Madame, ce sont nos voisins qui disent qu'on a tué nos frères là-bas. On attend les familles. Jusqu'aujourd'hui, la délégation attend, le comité ou la commission qui a été mise en place attend les familles. Mais madame, il n'y a encore personne. Vous savez ce que ça dit? Ça signifie? Ça signifie quoi là? Ça signifie, je ne veux pas le dire ouvertement, mais vous comprenez, de manière un peu vous comprenez, masquée. Vous comprenez que ce ne sont pas des Congolais. Un complot derrière cette affaire. Donc c'était un piège qu'on avait. Madame, si vous suivez même le speech même du gouverneur militaire, vous suivez même les dires du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, vous comprendrez facilement qu'il y avait un plan caché derrière. Heureusement, madame, nos forces spéciales ont fait un bon travail. Ok. Donc, coup de chapeau à la justice. À la justice, quand bien même il y a des morts que nous déplorons, mais madame, j'ai toujours été du côté de la nation. J'ai toujours été du côté de la patrie. C'est vrai que le chef de l'État a tapé du poing sur la table. Personne n'accepte qu'on tue à l'arme à bout portant. Mais je me place toujours du côté de la République. La République passe avant toute chose, madame. Le Congo, c'est avant tout. En tant que patriote, c'est normal. Alors, comment vous vous préparez pour les élections dans l'UDPS Kibassa? Madame, actuellement, nous sommes en train déjà de pouvoir fidéliser avec nos bases parce que la période de dépôt des candidatures au niveau provincial, national, ainsi que actuellement, nous parlons en termes de la présidentielle, tout est déjà OK. Nous pouvons dire vraiment que tout est OK sur le plan national, sur le plan provincial. Tout est bon. Et maintenant, ce que nous faisons en ce moment, c'est de pouvoir garder ce cap-là, ce rythme, cet élan de fidélisation de nos bases, de manière à ce que la base puisse voir réellement que nous sommes avec eux comme nous l'avons toujours été. Parce que vous savez, en matière d'élection, quelque part, les électeurs aussi se comportent comme, je dirais, comme des femmes. C'est-à-dire, il faut de la présence, il faut essayer de conscientiser, parce que beaucoup aussi n'arrivent pas à comprendre pourquoi il faut voter, comment il faut voter, quels sont les préalables. Nous procédons aussi en ce moment non seulement à la sensibilisation, mais aussi nous sommes en train déjà d'aligner des témoins qui passeront bien sûr à la formation. Parce qu'un témoin aussi doit être formé, madame. On n'envoie pas un témoin dans un bureau de vote pour le plaisir d'envoyer. Non, il doit faire un travail, il doit jouer un rôle. Il y a aussi des observateurs, bien sûr, que nous formons. Ben ça, c'est plus du côté de la société civile. Mais en ce qui nous concerne, bientôt, nous aurons déjà une session de formation pour essayer d'encadrer déjà et de former. Vous faites déjà un travail de fond. Ça, c'est pour la population, pour votre base et pour vos candidats, députés nationaux, provinciaux. Est-ce que du moins ces candidats savent pourquoi ils ont postulé? Madame, je vous dirais non seulement que nous sommes dans un regroupement aujourd'hui, mais au sein du parti, déjà, nous avons aligné des candidats qui sont des fils maison. C'est-à-dire des gens qui ont déjà eu à concourir avant, mais qui reviennent encore cette fois-ci. Des candidats expérimentés. Déjà. Parce que nous n'avons vraiment pas eu beaucoup de soucis pour remplir les différents documents de la CENI. Pourquoi? Parce que nous avons au milieu de nous des gens qui sont déjà expérimentés. C'est-à-dire que ceux que nous avons alignés, ce sont non seulement des potentiels candidats, mais des formateurs aussi électoraux. C'est-à-dire des gens qui savent ce qu'ils vont faire. Madame, il y a aussi, quand vous posez certaines questions à certains candidats, qu'est-ce que vous irez faire au Parlement? Mais quel est le rôle d'un député national ou d'un député provincial, des sociétés, Le projet social, le projet de société, c'est dans l'ensemble du parti. Mais chacun a une touche qu'il apporte pour greffer à ce projet de société. Quand vous posez la question à plusieurs candidats ou plusieurs potentiels candidats, madame, mais beaucoup n'en savent rien. Ah bon? Il y a d'autres même qui sont élus. L'Assemblée nationale est là, l'Assemblée provinciale, il y a plusieurs personnes. Quand vous posez la question, pendant les 5 ans passés, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Madame, nous pouvons compter sur les 500 députés, mais je ne pense même pas qu'on arrivera à 50. Il y a de ceux qui n'ont même pas parlé. Il y a de ceux-là qui ont fait 5 ans à dire que abstention, je suis contre. Il n'y a que ça, madame. C'est-à-dire que quand on va à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale, c'est pour initier
des réformes. Je pense que le jour reviendra où je pourrais peut-être vous déballer ce que nous avons prévu. Quand bien même le parti nous a orienté autrement, je ne serai plus candidat, je dois le préciser. Ah bon, vous serez plus candidat? Non, je ne serai plus ni candidat. À la députation nationale, provinciale, non. J'ai été prévu candidat pour la députation provinciale dans la commune de Ngaliema. Mais au sein du parti, nous avons été orientés autrement. Et bien, c'est aussi la discipline au niveau du parti. Et ce sont aussi des stratégies que nous mettons en place. Vous n'êtes pas étouffé, là? Non, je dirais même à l'UDPS qui bat, ça y a pratiquement la liberté. Madame. Il y a vraiment la liberté d'expression qui règne là-bas. Et je suis entouré par vraiment des bonnes personnes et bien, qui appliquent ou qui mettent en pratique pratiquement la liberté d'expression. Voilà. Vous êtes à l'aise là parce que vous m'avez promis que vous serez candidat. Oui, je vous ai promis, mais la décision ne me revient pas. Vous savez, chacun dépose. Vous n'avez pas répondu aux critères? Non. Au fait, je dirais, je ne parlerai pas en termes de critères, mais je dirais que le parti nous a orientés autrement. Et autrement, vous comprenez que ça fait partie de notre stratégie. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on place un joueur sur le banc de touche, cela ne veut pas dire forcément qu'il n'est pas meilleur, mais il y a peut-être une personne qui passe avant pour essayer d'anéantir l'avant-centre adversaire. Et lorsque celui qui est sur le banc de touche entrera sur l'aire de jeu, eh bien, c'est pour marquer et apporter la victoire. Voilà. Monsieur Joe Tshiboma, vous suivez quand même le processus électoral de très près, bien que vous ne serez pas candidat, mais vous suivez ça de très près. Comment la CENI peut faire pour que ces élections, cette fois-ci, soient quand même crédibles aux yeux du public? Madame, la première d'abord des choses, c'est le respect du calendrier électoral. Ça, c'est le premier préalable. Et ça, en matière de respect du calendrier électoral, je peux dire que le président de la CENI avance, il est dans le bon. Mais ce que nous redoutons, c'est ce que pour ne pas retomber dans la contestation de la fois passée, il faut que la publication soit bureau de vote après bureau de vote. Et là, on sait voir si, ne serait-ce qu'à l'issue du vote, après le dépouillement, chaque candidat qui a aligné ou qui a placé 2 témoins dans un bureau de vote, je sais que les salles sont trop étroites, ça ne permettra pas, mais au moins si on peut afficher le PV final devant la porte du bureau de vote, ça permet à chaque candidat de pouvoir faire le recomptage pratiquement ou placer une petite centrale électorale dans leur fief pour nous permettre de faire un bon recomptage. Parce que si au moins, parce que dans un centre, il y a plusieurs bureaux de vote. Alors, ça nous permettra de pouvoir faire quand même de remonter. Ça n'a jamais été fait? L'année passée, ça n'a pas été le cas. Ça, j'ai vu ça avec Ngoy Mulunda. J'ai vu ça avec Malou Malou. Mais il y a eu des irrégularités que nous condamnons. Mais avec l'ancien président de la CENI, ça n'a pas été le cas. Mais avec Denis Kadima, il nous l'a déjà rassuré. Et vraiment, je réitère ce vœu-là, ce souhait, que cela soit vraiment fait ainsi. Pour qu'il y ait au moins une crédibilité, à quoi serviraient les témoins dans des bureaux de vote? Les témoins, ça sert à pouvoir, lorsqu'on fait le dépouillement, en cas de dépouillement, par exemple, après le vote, il y a dépouillement. Ça se fait aussi devant les observateurs, devant les témoins et les agents de la CENI et les agents de la sécurité. Ça se fait sur une table, on verse tout. C'est-à-dire que tous les résultats, tous les bulletins de vote sont reversés pratiquement sur la table et on fait le recomptage. Tel candidat, tel candidat, tel candidat, tel... Et d'ailleurs, le bulletin de vote contient trois élections. Je pense actuellement, ça sera 4 directement. On aura le président, le député national, le député provincial ainsi que le conseiller, le bourgmestre. Voilà. Donc, ça sera de cette façon-là. Et le témoin, il a son bloc-notes. Quand il vend le premier bulletin. Mais qu'il ne prend même pas au sérieux, c'est ça le problème. Madame, parce que lors des contentieux électoraux, ils n'ont pas de preuves probantes. Le problème, c'est ça, madame. Voilà pourquoi nous avons anticipé à l'UDPS qui bat ça. Nous avons, ça dit que nous, ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous faisons déjà des présélections en ce moment ici. Pour essayer de montrer déjà à nos différents témoins comment faudrait-il vendre. J'ai été aussi témoin. J'ai été aussi suppléant. Ça dit que c'est une matière que nous connaissons. Voilà, ça pendant dit le dépouillement, les témoins sont dehors à l'extérieur en train de manger. C'est ça le mal. Et quand vous dites c'était comment bon, je ne sais pas. Voilà, c'est ça le mal. Or, plusieurs partis politiques, ils alignent le témoin pour
le plaisir. Pas aligné, il ramasse les témoins. Voilà. Or, le témoin, madame, ceux qui ne savent pas, permettez-moi de le dévoiler, c'est l'une de nos stratégies. Le témoin, c'est déjà une voix pour un candidat. Parce que lorsque vous alignez 10 témoins, il est obligé. Vous avez déjà 10 voix. Alors, cette personne-là que vous alignez, elle doit être consciente de ce qu'elle va faire dans le bureau de vote. Cette personne doit être convaincue. Bien sûr. Suffisamment soudoyée. Madame, on ne prend pas... D'abord, nous, bon, je ne dévoilerai pas notre stratégie pour aider nos adversaires, mais madame, on ne prend pas n'importe qui comme témoin. Le témoin croit d'abord au candidat. Le témoin est d'abord proche du candidat. Bon, je risque il doit être fan. Je risque de mais dévoiler c'est pas ce que c'est fait, hein. La fois passée, là, on ramasse des gens, venez vous être témoin. Il connaît même pas le nom du candidat. Madame, il est venu parce qu'on lui a promis quelque chose. Non seulement qu'il ne connaît pas le nom du candidat, mais madame, n'oubliez pas que le témoin aussi, c'est des moyens. Hein. C'est des moyens financiers. Parce que lorsque vous prenez quelqu'un, vous le laissez dans un bureau de vote de 6h30 après 18h ou après 19h, parce que quand on doit être là, rester permanent. Madame, il doit rester là jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du dernier bulletin de vote. Une telle personne, s'il n'est pas proche de vous, s'il ne croit pas au parti, s'il ne croit pas au candidat, madame, il ne fera il ne connaît même pas le nom du candidat. C'est ça le problème. Oui, il ne connaît pas. On m'a appelé ça, moi je suis venu, moi je ne connais pas les candidats. En lieu et place de jeter des tirets à boulet rouge contre le président de la CENI, nous disons toujours aux gens de l'opposition, à nos amis de l'opposition, qu'ils forment leurs témoins. C'est le moment. Parce que vous, du pouvoir, vous le faites déjà. Madame, je ne sais pas si d'autres partis fonctionnent comment, mais nous, au sein de l'UDPS Kibasa, madame, je dois saluer l'excellence, notre autorité morale, Augustin Kibasa, un homme prévoyant, un homme qui a une vision de loin. Nous disons d'ailleurs que Hakim l'œil de l'aigle, c'est quelqu'un qui voit loin. C'est-à-dire qu'en ce moment, nos témoins qui seront alignés dans chaque bureau de vote, attachés à chaque candidat, sauront qu'est-ce qu'il faut. Alors, M. Joe Kibasa, vous allez placer un mot par rapport au verdict donné à Kabound. Bon, je dirais que, vous savez, madame, la politique, je l'ai toujours dit, ce n'est pas fait pour les enfants. L'âge en politique ne compte pas trop, mais c'est la vision de loin. Beaucoup ont dit que le président de la République qui était venu passer son stage à la tête du pays, au sommet de l'État, que c'était un incompétent, que c'était une marionnette, un pantin. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui l'ont traité de marionnettes le traitent aujourd'hui de dictateur. Et curieusement, ceux auprès de qui ils vont l'accuser ne savent pas comment le mettre à genoux. Madame, regardez tout ce ballet diplomatique qui arrive aujourd'hui. Vous savez, permettez-moi d'ouvrir un peu une parenthèse. Madame, quand vous voyez aujourd'hui BRICS, quand vous voyez aujourd'hui toutes les réunions que le G7 est en train de faire, vous savez la plaque tournante, c'est qui? C'est qui? C'est la RDC. Et celui qui est à la tête de la RDC, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, Kabound était la meilleure personne ou le meilleur bénéficiaire des acquis de ce pouvoir ou de ce régime. Mais malheureusement, il y a même, vous le connaissez mieux que moi, il y a un verset biblique qui dit « C'est par ta faute que tu perdras ton héritage. » Il n'a pas su comprendre, il n'a pas su cerner les enjeux. Je dirais que le cas qui est kilo. Il n'a pas su maîtriser ça, madame. Et aujourd'hui, vous savez, il y a une chose, c'est-à-dire dire une chose et le prouver, c'est deux choses distinctes. Lorsque vous dites que non, nous avons assisté comment des billets de banque, des dollars qui sortaient du pays pour les îles Caïmans, pour les paradis fiscaux. Madame, mais si vous n'arrivez pas à le prouver... À les prouver, il faut toujours les prouver. Madame, il y a un principe de droit qui dit « actori incumbit probatio », qui veut dire la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Quand vous n'êtes pas en mesure de prouver un fait, alors, madame, il vaut mieux vous taire. Mais taisez-vous. Taisez-vous, madame. Même la Bible dit que ne t'empresse pas de faire la bouche. un vœu sans de peur que tu ne sois pas en mesure de l'accomplir. Ok. Alors, mais
il a été donné, on lui a donné l'occasion de prouver toutes ces allégations. Madame, il n'a pas pu. Eh bien, la chicotte ne peut rester que sur le dos d'un, permettez-moi, d'un insensé. Donc la justice a été juste dans le dossier Kaboun, selon il a mérité ce qu'il a cherché. Voilà. Monsieur Joe Chibaba, vous allez donner votre mot de la fin, du moins pour aujourd'hui. Merci, madame, pour cette opportunité. J'en suis quand même fier et ravi. Et c'est pour moi l'occasion de dire à notre population que le moment, les enjeux actuels, c'est-à-dire que nous devons tous rester unis. Unis derrière le chef de l'État, unis derrière le gouvernement de la République, unis derrière nos forces armées. Parce que l'ennemi ne pourra nous avoir que lorsque nous serons divisés. Aujourd'hui, la présidence de la République est au niveau de l'UDPS. Oui, mais il ne s'agit pas d'une tribu. Il ne s'agit pas d'un parti politique. Non, il s'agit du Congo. C'est-à-dire que les Baluba, les Bakongo, les Baswahili, les Bangala, tous nous sommes Congolais. Voilà pourquoi je n'aime pas trop parler en termes de tribu. Et pour moi, cette occasion pour moi est très importante pour dire soyons unis. Cette unité qui se forme, qui se forge déjà autour du chef de l'État, met en mal beaucoup de nos adversaires. C'est là qui empêche même que l'ennemi ne puisse pas nous affaiblir. Plus nous serons unis, plus nous serons forts. Donc c'est pour moi l'occasion de pouvoir vraiment appeler la population. Un encouragement par rapport à vos députés, hein, contre des députés. Bien entendu, pour moi c'est vraiment une occasion, vraiment, ils sont tellement nombreux, répartis dans toute la République. Vraiment à tous nos candidats, le moment viendra, je ne voudrais pas que le CESAC puisse vous tirer les oreilles ou la CENI. Le moment de la campagne viendra et nous pourrons vraiment passer ici pour présenter tous nos candidats. Mais le moment viendra, le parti vous l'annoncera bien sûr et nous présenterons tous nos candidats et ça la primaire est bien entendu au président du parti lui-même. Merci beaucoup monsieur Joe Chibaba d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, madame, monsieur, je recevais pour vous monsieur Joe Chibaba, il est cadre de l'UDPS Kibasa. Ensemble on a parlé du processus électoral, vous avez compris comment l'UDPS Kibasa se prépare pour les élections et soutient la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui donne déjà un second mandat. Merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à toi Emmanuel Kaloubi. Merci à toi André Kekapanzi. Merci à toi Tati. Je te remercie beaucoup. Merci à Sacré. On va se retrouver prochainement pour notre numéro. À très bientôt. Bye bye.